Le printemps est revenu et avec lui la joie du jardinage. La pratique de l'horticulture est un loisir actif et accessible à tous et à toutes. Dans le cadre des Journées québécoises de l'horticulture, la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec est heureuse de vous présenter le Forum sur l'agriculture urbaine. Ce forum se veut une source importante d'informations qui pourra vous être utile. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de pouvoir profiter des conseils et de l'expérience de Mathieu Hodgson, qui a repris le blog du jardinier paresseux. On sait tous qu'un jardinier n'est pas paresseux, mais que grâce à des astuces et à des conseils, il peut simplifier notre vie. Mathieu nous donnera aujourd'hui des conseils pour aménager une terrasse et pratiquer l'horticulture dans un espace plus restreint. Bon visionnement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu Hodgson, je suis concepteur paysagiste et aussi éditeur du site web jardinierparesseux.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment préparer son potager en contenant ou en pot. J'ai encore des vagues souvenirs de quand j'avais peut-être 3 ans. On habitait au 3e étage d'un immeuble à Québec. Et on avait un balcon assez standard, peut-être 1,5 mètre de long par 2-3 mètres de large. Donc, un petit balcon. Notre petit balcon était rempli de pots de toutes sortes. Des vieilles chaudières, des pots recyclés, toutes sortes de choses que mon père avait récupérées et qui avait rempli de terreau pour planter des légumes. Dans ce temps-là, on n'avait pas beaucoup de moyens et puis ce petit potager-là était très productif et puis ça nous aidait, disons, à arrondir les fins de mois. Aujourd'hui, mon balcon, c'est plutôt une terrasse au 2e étage d'un appartement. Et puis, oui, c'est plus grand, mais il n'y a quand même pas tant de place que ça, puisque je dois partager cet espace-là avec ma blonde et ses amis, qui font souvent des 5 à 7 sur notre terrasse. Mais ça ne m'empêche pas de cultiver des légumes dans des contenants et dans des pots. Et puis, je vais vous montrer comment faire. La première chose qu'on doit faire quand on prépare un potager, que ce soit en contenant ou en pleine terre, c'est la planification. Souvent, les gens vont commencer à planifier, à faire des dessins, à commander leurs semences au mois de janvier, au mois de février. C'est un bon moment parce que, bon, durant l'hiver, il n'y a pas beaucoup de jardinage à faire, donc souvent, on a le temps de faire ce genre de choses-là. Donc, une des premières choses qu'on doit faire quand on planifie son potager en pot, c'est de choisir quels légumes on veut faire pousser. Donc, il y a 2 stratégies pour ça, pour les débutants. Moi, je dirais qu'il y a certains légumes qui sont plus faciles que d'autres. Les tomates, les concombres, les haricots, tout ce qui est légumes-feuilles, comme la laitue, par exemple. Et les fines herbes. C'est toujours plaisant d'avoir des fines herbes là, à portée de main. Donc ça, c'est les légumes qui sont peut-être plus faciles que d'autres à réussir en contenant. L'autre tactique, c'est de choisir des légumes et des fruits qu'on aime. Parce que si on aime ça, on va avoir plus d'intérêt et puis on a plus de chances de réussir. Une fois qu'on a décidé quels légumes on va faire pousser, on doit décider quand est-ce qu'on va semer nos graines à l'intérieur. Donc, si on regarde sur les emballages de semences, on peut voir la date pour semer les semences avant la transplantation. Donc, j'ai
un emballage ici là, de piment habanero. Et puis, ça me dit de planter à l'intérieur 8 semaines avant la transplantation à l'extérieur. Mais quand est-ce qu'on va transplanter à l'extérieur? Souvent, les gens vont utiliser la date moyenne de dernier gel. Donc, si on prend par exemple la date de dernier gel à Montréal, c'est le 10 mai. Moi, j'utilise la date sans risque de gel. Donc, ça, c'est la date où il n'y aura plus de gel garanti. À Montréal, par exemple, c'est le 25 mai. Si on est dans le coin de Québec, on va y aller autour du 10 juin. Et puis en Gaspésie, ça peut être aussi tard que le 25 juin. Le problème quand on utilise la date moyenne de dernier gel, c'est que la 50% du temps, c'est après cette date-là et 50% du temps, c'est avant. Donc, potentiellement, si on décide de planter à l'extérieur le 10 mai, il y a une bonne chance qu'il va encore avoir des gels à cette date-là. C'est mieux d'attendre plus tard que l'air se soit réchauffé et qu'il n'y ait plus de risque de gel. Comme ça, on n'a pas besoin de s'inquiéter de recouvrir nos plantes en panique. Pendant l'hiver, moi, j'ai l'habitude de toujours préparer les matériaux que j'ai besoin pour faire mes semis. Parce que si je décide que je vais planter mes graines une certaine journée et puis qu'il me manque des matériaux, des outils, donc là, je vais être obligé d'aller à la quincaillerie, d'aller acheter des matériaux à la dernière minute. C'est pour ça que je veux, puisque j'ai le temps de le faire pendant l'hiver, je prépare tout le temps ça d'avance. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on a de besoin pour planter nos semences. Le plus important, ça va être les semences. Donc, j'ai ici un sachet de semences ici, la verveine bonariensis. Souvent, sur les sachets de semis, on va avoir de l'information sur comment partir nos semences. Des fois, par contre, il manque un peu d'informations. C'est pour ça que j'ai toujours le livre de mon père, Les semis du jardinier paresseux. Donc là, dans ce livre-là, on va trouver toutes sortes d'informations comme les dates où partir les semis, un peu d'informations sur les plantes, mais aussi, disons, le temps de germination ou la profondeur des semis, toutes des choses là qu'on a besoin de savoir quand on part nos semis. Bon. Maintenant qu'on a nos graines, ça va bien. La prochaine étape, c'est d'avoir du bon terreau ici. Moi, j'utilise du terreau pour plantes d'intérieur. On voit qu'il y a de la vermiculite, de la perlite dedans. Donc, c'est un terreau qui est très léger. Ça, c'est vraiment la meilleure chose à utiliser. Il y a des terreaux spécifiquement pour les semis, mais bon, du terreau pour contenant, ça va bien fonctionner. De la terre à jardin, on n'utilise jamais ça. Il pourrait avoir de la contamination dans la terre. C'est pas assez léger non plus. On veut quelque chose de très léger pour partir nos semis. Prochaine étape, on a tout ce qui est pot. Donc, on a besoin de mettre notre terreau dans quelque chose. Il y a tellement d'options. Bon, ça, c'est les petits pots en plastique typiques. On a aussi des terreaux ici en mousse de sphène. Ça peut être intéressant quand on part des semis qui n'aiment pas ça se faire transplanter. Disons, le zucchini, il n'aime pas ça se faire transplanter. Donc, si on l'a parti dans un petit pot de plastique, on le sort, on le transplante à l'extérieur, il ne sera pas content. Donc, on n'utilise pas les pots en plastique pour ça. Donc, si ça ne vous tente pas d'acheter des pots, on peut utiliser toutes sortes de choses à la maison. Un rouleau de papier toilette à la place du pot en tourbe. Donc, on peut le couper, on met un peu de terre dedans, on met notre semence. Ça aussi, ça peut faire un bon pot. Julie Boudreau avait écrit un article il y a quelques semaines sur les petits casseaux à champignons. Donc, un petit casseau à champignons, on met du terreau dedans
Et puis, ça peut servir pour mettre nos semis aussi. On va vouloir mettre quelque chose par-dessus notre casseau, par-dessus notre pot, pour garder l'humidité et puis la chaleur dans notre pot. Moi, j'ai recyclé ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Je peux mettre ça sur mon petit casseau à champignons. Je pourrais aussi utiliser un petit sac de plastique, mettre mon pot dedans comme ça. On le referme. Ça, c'est une autre option. Sinon, bon, il y a toujours ce genre de produit-là, un genre de dôme pour les plateaux à semis. Donc, on met ça par-dessus le plateau à semis. Ça crée un genre d'effet de serre et puis ça garde l'humidité. Donc, c'est ça qui va être important. En même temps, je viens de le mentionner, un plateau à semis, très utile parce que nos pots, ils vont avoir des trous dedans. Celui-ci doit toujours avoir des trous. Même mon petit casseau à champignons que j'avais tantôt, il faudrait que je fasse des trous dedans. Donc, on a besoin d'un réceptacle pour que l'eau se ramasse pas là, sur nos tablettes, sur notre plancher. Donc, ça aussi, c'est très important. En même temps, on pourrait réutiliser quelque chose de recyclé. Bon, j'ai mon couvercle de tantôt. Je pourrais facilement mettre un pot là-dedans, donc pas besoin de dépenser d'argent si on veut pas. Il y a tout le temps des moyens là, de sauver un peu de sous quand on fait du jardinage. Bon, qu'est-ce qu'il me reste ici? Des étiquettes. On a peut-être quelques sortes de semences qu'on va partir. Ça serait important de se souvenir c'est quoi. Peut-être, surtout au début, on ne sait pas trop c'est quoi. Toutes les plantes se ressemblent. Donc, c'est important. On peut acheter ce genre d'étiquette-là et puis utiliser un marqueur pour écrire le nom de la plante ici. Mais on peut aussi, disons, prendre quelque chose de recyclé, un pot de yogourt, on le découpe, on fait des petites étiquettes. Donc, on n'a pas besoin de dépenser d'argent encore une fois. J'aime beaucoup avoir des ustensiles proches de moi quand je fais ça. Une cuillère, une fourchette, un couteau, des ciseaux. C'est toutes des choses qui peuvent être utiles là, quand on est en train de travailler. Une des dernières étapes, ça va être d'arroser. Donc, j'ai mon petit vaporisateur ici, qui est très utile, surtout au début, là, quand on est en train de partir les semis. Si on prend ça ici, et puis on arrose, on risque d'éclabouser de l'eau partout. Et puis, ça risque là, d'endommager là, nos semis. Donc ça ici, là, on peut aller faiblement arroser nos semis quand ils sont en train de partir. Quand ça va être, la germination va être commencée, on va enlever notre petit plateau, on va enlever notre dôme, on n'en aura plus de besoin. Et puis là, on peut arroser directement dans notre plateau. Donc, j'ai quasiment oublié une des choses les plus importantes. C'est possible de partir des semis sur le bord d'une fenêtre. Si vous avez un très bon ensoleillement, des fenêtres au sud, bon, une serre, c'est toujours possible. Mais pour la plupart d'entre nous, on n'a pas assez de lumière à l'intérieur, surtout au mois de mars. Oui, les jours ont rallongé, mais on voudrait là un 12-14 heures d'éclairage par jour. Donc, des lumières, bon, ça peut être des fluorescents, ça peut être, comme ici, ça c'est une lampe Odell. J'utilise des lampes Odell à spectrum complet. Donc, ça a des lumières rouges, des lumières bleues, mais aussi un peu d'entre les deux, donc la lumière verte. Donc, c'est très bien équilibré. Puis, ça peut servir à l'année pour nos plantes d'intérieur. J'aimerais adresser la question des contenants à semis. Pourquoi j'ai différents types de pots? Donc, j'ai mes petits rouleaux de papier de toilette. Donc, ces petits pots faits de rouleaux de papier de toilette, je vais les utiliser pour le persil. J'utilise un plus petit contenant pour le persil parce que
le persil, il va rester à l'intérieur moins longtemps, 3 à 4 semaines, parce que c'est une des premières choses que je vais transplanter à l'extérieur. Donc, il n'y a pas besoin d'autant de place. Les autres semis, je vais les partir dans des petits contenants de 4 pouces, s'assurer qu'il y ait des trous dans le fond. C'est toujours essentiel pour pas qu'il y ait de pourriture dans les racines. Donc ça, c'est très important. J'utilise des pots de 4 pouces parce que ces plantes-là, comme les tomates, les poivrons, le chou frisé, tout ça, vont rester environ 7 semaines, 6-7 semaines, peut-être 8 à l'intérieur. Donc, ils vont avoir besoin de beaucoup de place pour leurs racines. Donc, j'ai besoin d'un plus gros pot. Il y a des gens qui vont commencer presque tous leurs semis dans des plus petits contenants, que ce soit comme celui-ci de carton ou en plastique ou peu importe, et puis qui vont les repiquer ensuite, les transplanter dans un pot plus gros. Moi, je suis trop paresseux pour ça. Donc, je vais mettre mes semences directement dans le pot dans lequel il va finir, dans lequel je vais le transporter à l'extérieur pour le transplanter. Honnêtement, chaque jardinier a sa façon de faire les choses. Moi, j'ai la méthode paresseuse, j'essaye de transplanter le moins possible. Je trouve que de transplanter, ça l'endommage un petit peu les racines, ça peut retarder le semis un petit peu. Il y a des gens qui pensent que de transplanter, ça va améliorer la santé des semis. Donc, c'est quoi la vérité? Moi, je pense qu'on devrait tous développer sa propre méthode par l'expérimentation. Donc, c'est le temps de commencer à planter nos semences. On va faire ça vite parce qu'on a déjà vu ça dans mes 2 dernières vidéos. Donc, on fait ça en mode ultra rapide. Première chose, c'est que j'humidifie un peu mon terreau. Il ne faut pas qu'il soit détrempé. Il faut juste qu'il soit humide. Donc, maintenant que mon terreau est humidifié, je vais remplir mes pots. Dans ce cas-ci, c'est mes pots de persil. Je regarde sur l'emballage de semences quelle est la profondeur pour planter. Donc, dans ce cas-ci, c'est 1/4 de pouce. Les semences de persil sont très petits. Donc, je vais en mettre quelques-uns par trou. C'est pas grave. S'ils poussent toutes, je vais seulement garder la quantité que je veux. Ensuite, je vais aller mettre un petit peu de terreau pour finaliser. Et puis, on met ça dans le plateau à semis. Donc, j'ai une coupe de semis que je vais partir aujourd'hui. Je vais être obligé de les identifier parce que sinon, je vais tout oublier, puis ils vont tout être mélangés, surtout que j'ai 4 sortes de tomates, donc ça pourrait être problématique là, bientôt. Donc, si je ne les identifie pas tout de suite. Donc, maintenant, je vais planter le restant de mes semis. Ils vont tous aller dans des pots de 4 pouces parce qu'ils vont rester environ 6 à 8 semaines à l'intérieur. J'ai de l'aneth, des pétunias, du chou frisé, 1, 2, 3, 4 sortes de tomates et puis un piment habanero. Honnêtement, le piment habanero, je le pars peut-être un petit peu en retard, mais je préfère trop tard que jamais. Donc, peut-être qu'il va produire un petit peu plus tard. Bon, c'est pas plus grave que ça. Donc, je vais toutes les mettre, je vais toutes préparer mes pots. OK, donc maintenant, j'y vais un légume à la fois. Dans ce cas-ci, là, c'est l'aneth. Je vois que la profondeur sur l'emballage, c'est écrit 4 mm. Donc, on y va avec ça. Bon, là, il y a un exemple
C'est une semence sur laquelle ce n'est pas écrit la profondeur de plantation sur l'emballage. Donc, je vais aller regarder dans mon livre sur les semis. C'est écrit « Pressez les graines dans le terreau sans les couvrir ». Le prochain semis sur la liste, c'est le chou frisé, la cale. C'est la variété Nero di Toscana. Honnêtement, j'en mange un petit peu de ça. J'haïs pas ça, le cale. Par contre, je trouve que c'est tellement beau. Les feuilles sont toutes ridées. On dirait un genre de plante préhistorique. Donc, moi, je le plante plus souvent comme décoration. C'est une plante décorative pour moi, plus qu'un légume. En fait, c'est les deux. Donc, on peut profiter. On peut avoir un beau jardin. C'est pas juste pour s'alimenter, c'est pas juste utile, ça peut être beau en même temps. C'est pour ça aussi que je place les pétunias, parce que c'est beau, parce que ça met de la couleur dans le jardin, mais aussi parce que ça attire les pollinisateurs qui vont venir pour les pétunias, mais rester pour polliniser les autres végétaux. Je mets tout le temps une coupe de graines par trou, au cas où qu'ils ne germent pas tous. Mais s'ils germent tous, c'est pas grave. Je coupe ceux-là qui sont moins beaux, puis je garde les plants les plus beaux. Donc, c'est au tour des tomates. J'en ai 4 sortes. Mascabec, qui a été développé au Québec. Un hybride, le Zenzai, qui est quand même assez récent, une tomate italienne. J'ai 2 sortes de Tumbling Tom, le rouge et le jaune, le Tumbling Tom Red et le Tumbling Tom Yellow. J'ai eu de très bons résultats l'année dernière avec le Tumbling Tom Red, des tomates cerises, mais c'était très, très, très abondant. Donc, je vais essayer le jaune cette année. Si jamais vous avez des semences qui sont peut-être un petit peu moins fraîches, donc des plus vieilles semences, peut-être au lieu d'en planter une ou deux par trou, en mettre une coupe de plus, parce que le taux de germination risque d'avoir baissé avec le temps. Donc, si vous ne voulez pas rater votre coup, mettez une coupe de semences de plus, juste pour être sûr. Toutes mes semis sont dans mon plateau à semis. Je vais le recouvrir. Avec mon dôme. Maintenant, c'est le temps d'aller le placer à un endroit qui reste quand même relativement chaud. Toutes les semences ont besoin d'une température un peu différente. Les poivrons, on va dire 27 à 29 degrés Celsius. Les tomates, ça va être autour de 24 à 27. Il y en a que ça va être autour de 21. Donc, moi, en général, j'essaie de garder la température entre 21 et 24. Je me fais une moyenne pour tous mes légumes. Ceux qui veulent utiliser un tapis chauffant à semis, ça peut être pratique. Moi, je les mets en dessous de ma lumière qui va créer un petit peu de chaleur. Et puis avec mon dôme aussi, là, ça va aller faire un effet de serre, ça va garder une certaine chaleur. C'est sûr qu'idéalement, on voudrait avoir la température parfaite pour chaque semis, mais bon, je ne veux pas créer un petit environnement pour chaque sorte de semences différentes. Je les mets toutes ensemble, puis en général, j'ai pas de problème. Ça va peut-être retarder un petit peu la germination de mes semis, mais bon, c'est quoi une couple de jours, une semaine de plus ou de moins dans une saison? C'est pas la fin du monde. Donc, mais si vous voulez être plus précis, il n'y a pas de problème. Allez-y. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que nos semis ont germé? Donc, vous avez planté vos semences dans des pots, vous avez mis ça sous un dôme, dans un sac de plastique ou un autre contenant transparent. C'est quand le meilleur moment pour sortir nos semis
de leur dôme, de leur mini-serre ou de leur sac de plastique comme ici. Alors, est-ce qu'on attend un petit peu? Est-ce qu'on attend qu'il y ait des feuilles? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, aussitôt que je commence à voir du vert, comme dans ce cas-ci, j'ai des piments habanero. On voit là qu'ils viennent à peine de sortir de terre. Donc, je les sors et je les place avec mes autres semis. Bon, ces semis-là, je les avais tous ensemble dans un sac. Donc, je les ai tous sortis du sac en même temps. Il y avait presque toutes germé. Et puis, ceux qui restaient, je les ai mis dans un petit sac de plastique ici. Donc, souvent, ce que j'ai un semis, j'ai un plateau à semis avec un dôme et un qui n'en a pas. Donc, il y en a un qui est pour germer, puis l'autre qui est pour les semis qui sont germés. Ça fait environ une semaine que mes semis ont germé. Moi, j'ai mis plusieurs semences dans chaque pot. Donc, au cas où que une semence ne germe pas, j'en plante toujours 2, 3, peut-être plus quand j'ai des semences qui sont plus vieilles et donc que le taux de germination est plus bas. Donc, dans ce cas-ci, j'ai des tomates, de la cale, du persil, de l'anis. J'en ai trop dans chaque pot. Donc, moi, personnellement, j'aime pas repiquer à l'intérieur. Je préfère tout mettre dans un pot peut-être un petit peu plus grand et puis de le transplanter à l'extérieur directement. Donc, quand j'ai trop de plants, c'est pas compliqué. Je prends des ciseaux et puis je viens couper. Comment est-ce que je choisis quel semis garder? Bon, je choisis pas nécessairement le plus grand. Je choisis le semis qui est le plus robuste, qui a les plus belles feuilles ou cotylédons, qui a une belle couleur verte. Donc, celui qui a l'air le plus en santé, c'est tout. Ça fait une couple de jours que je n'ai pas arrosé mes semis depuis qu'ils sont sortis du sac. Je vois que la terre a changé de couleur en surface. Là, on voit très bien là, que ça s'est asséché. On peut mettre le doigt dedans pour tester aussi, là, si on n'est pas sûr. On ne veut pas trop laisser les semis s'assécher parce qu'ils n'ont pas un réseau de racines qui leur permet d'aller chercher de l'eau plus loin. Puis en plus, dans ces petits pots-là, ça sèche très rapidement. Donc, personnellement, j'aime pas arroser mes semis en surface au cas où que l'eau déplace un peu la terre, puisse endommager le semis. Je préfère en mettre un petit peu dans le fond. Donc, je dirais que je mets peut-être 1 cm d'eau dans le fond de mon plateau à semis. C'est mieux probablement de ne pas en mettre trop. Donc, on dit souvent, trop, c'est comme pas assez. Dans ce cas-ci, ça ne fonctionne pas de même. Parce que si vous en avez trop mis de l'eau, vous allez devoir sortir tous vos pots et puis vider votre plateau à semis. Donc, dans le pire des cas, mettez moins d'eau. Si vous voyez qu'ils ont vraiment soif, que le plateau s'assèche rapidement, remettez-en un petit peu. Donc, je ne pourrais pas vous dire à quel intervalle il faut arroser nos semis. Ça dépend de la température, si les semis sont à l'intérieur, à l'extérieur, dans une serre, s'il y a un courant d'air, la ventilation. Donc, toutes ces choses-là vont influencer le temps qu'il faut attendre avant d'arroser. On y va simplement à l'œil ou en mettant notre doigt dans le terreau. Bon, vous avez peut-être remarqué que j'ai mon plateau à semis principal ici, mais j'ai aussi un autre petit contenant avec des petits pots qui sont faits de rouleaux de papier toilette. Je les ai mis séparément. Pourquoi? Les gros pots s'assèchent moins rapidement, tandis que les petits pots s'assèchent
plus rapidement. Donc, je trouvais que c'était plus facile de les mettre ensemble comme ça. Ceux-là, ça sèche plus vite, je peux les arroser plus fréquemment, les autres moins fréquemment. S'ils étaient tous mélangés ensemble, bon, ça serait un petit peu plus compliqué de savoir quand arroser chaque sorte de pot. Donc, maintenant, c'est le temps d'aller mettre mes semis sous leur lumière. On se voit bientôt. Ici, on voit mon système d'éclairage. C'est où est-ce que je garde mes semis? C'est en dessous de mon bureau. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai un ventilateur qui souffle sur mes semis. Confrontés à des conditions plus difficiles, ils se renforcissent. En même temps, ça va faire des plantes qui vont être peut-être plus courtes, mais plus solides. Et c'est ça qu'on veut. Je pense que la chose la plus importante à savoir sur l'éclairage, c'est la distance entre les semis et la lumière. Donc, dans ce cas-ci, là, j'ai peut-être un 6 pouces entre le haut de ma feuille et puis la lumière. La distance à respecter varie selon le type de lampe qu'on a. Avec des tubes fluorescents, c'est pas compliqué. C'est 4 pouces entre les feuilles et puis le tube fluorescent. Avec les lumières OLED, il faut vraiment aller voir dans les instructions pour chaque type de lampe. Parce que chaque type de lampe va produire une luminosité différente, va produire une chaleur différente. La météo commence à se réchauffer et puis là, on a le goût de travailler dans notre jardin. Moi, je ne suis pas prêt à planter mes semis à l'extérieur. Ça va être à la fin du mois de mai. Pour les gens dans des régions plus froides, ça va être peut-être jusqu'à la mi-fin juin même. Mais en attendant, il n'y a pas de neige sur ma terrasse. Je peux commencer à préparer mes contenants pour mon potager de cet été. Donc aujourd'hui, on va regarder un peu là, ce qu'on peut utiliser comme contenant pour notre potager urbain. Pour moi, il y a 4 catégories de contenants pour la plantation. Donc, on a ceux en plastique, on a la terre cuite, on a les sacs en géotextile, ou les smart pots, comme on dit souvent, et puis il y a les contenants en métal. C'est lequel le meilleur? Bon, je pense qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres. Ils ont des qualités différentes, donc on va regarder un peu c'est quoi les différences. Les pots en plastique, c'est pas cher. C'est quand même assez résistant au froid, donc en restant à l'extérieur tout l'hiver, il y a une bonne chance qu'ils vont rester intacts. C'est aussi disponible dans toutes sortes de formats, toutes sortes de couleurs. Et puis souvent, là, on peut juste recycler des vieux contenants, comme celui-ci qui était un bac de litière à chat. Donc ça aussi, là, ça c'est parfait là, pour mettre des légumes dedans. Comme toujours s'assurer qu'il y a des petits trous à l'intérieur pour laisser circuler l'eau. On ne veut pas que l'eau reste stagnante dans le fond du pot. On peut aussi toujours en faire par nous-mêmes avec une perceuse, comme je pourrais faire là, dans ce contenant-là. Une autre option populaire, c'est les sacs en géotextile. Pour moi, le grand désavantage de ces sacs-là, c'est que souvent, ils sont vraiment laids. Donc, j'ai réussi à trouver des sacs de plantation qui sont quand même pas si mal. Je vais les tester cet été. Je vous en donne des nouvelles à la fin de la saison pour voir comment ça s'est passé. Mais l'avantage de ces sacs-là, bon, on voit que c'est quand même facile à transporter. Donc, les frais de manutention là, sont plus bas. C'est aussi très aéré puis très bien drainé. Donc, l'oxygène que les racines ont besoin pour fonctionner va réussir à passer à travers le sac. C'est aussi très drainant. Donc, s'il y a trop d'eau dedans, ça va facilement se drainer. C'est peut-être aussi un des désavantages. Est-ce que ça se draine trop? Est-ce qu'il y a trop d'air? Vous allez peut-être voir que
sur le côté de vos sacs de plantation que la terre va être plus sèche. C'est parce qu'elle est exposée à l'air. Donc, c'est qu'il va falloir arroser ces contenants-là plus régulièrement que d'autres. J'allais presque oublier de vous mentionner qu'un des grands avantages des sacs de géotextile, c'est qu'ils sont flexibles. Donc, durant l'hiver, avec le gel et le dégel, ils vont rester intacts. Donc, vos sacs vont peut-être durer plusieurs années. C'est peut-être moins solide que du plastique, mais ils vont quand même durer plusieurs années et résister au froid, à la neige et tout ça. Un de mes pots préférés et les plus détestés, c'est les pots en terre cuite. Ils sont magnifiques, ils sont tellement beaux. C'est les pots les plus beaux, je pense, qu'on peut acheter. Par contre, ils ne résistent pas à l'hiver. C'est leur grand problème. Si on les laisse à l'extérieur l'hiver, avec la terre dedans, la terre va geler et puis prendre de l'expansion, ça risque de faire casser les pots. Et puis, juste le fait là, d'être à l'humidité, il y a l'humidité qui va être dans... Il absorbe l'eau. Donc, ça se peut que juste le gel, le dégel fasse casser le pot, même s'il n'y a rien dedans. Moi, je les ai vidés l'automne passé. Je les ai mis à l'envers. Après ça, j'ai mis des sacs de vidange par-dessus pour réussir à les garder intacts. Pour moi, c'est beaucoup trop de travail. Donc, j'abandonne les pots de terre cuite. Je vais en donner à ma mère. Je vais en récupérer une coupe pour des plantes d'intérieur. Mais pour l'instant, là, moi puis les pots en terre cuite, là, c'est fini. Un autre type de contenant, c'est les contenants en bois, donc les bacs de plantation en bois. Je trouve que c'est des contenants qui sont vraiment beaux. J'aime beaucoup le bois. Le bois se travaille bien. Habituellement, on a les outils qu'il faut pour travailler le bois, perceuse, visseuse, scie et tout ça. Donc, on peut les transformer, on peut les construire selon nos besoins. Moi, le mien, je l'ai fait sur le long pour qu'il puisse rentrer en arrière des meubles, ici sur ma terrasse. Mais il y a, je dirais, un avantage et un désavantage, c'est que, oui, il résiste à l'hiver, mais on voit que le bois a travaillé. Donc, je vais avoir des petites réparations à faire là, sur ces bacs-là. Donc, maintenant, c'est le temps de remplir nos contenants, nos pots, nos bacs et tout ça. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Si vous avez suivi mes autres vidéos sur les semis, sur les plantes d'intérieur, habituellement, j'utilise la terre à empotage, un produit qui est assez généraliste. Je vais vous en montrer un petit peu. Donc, c'est composé de mousse de tourbe et puis on y rajoute un petit peu de vermiculite et de perlite. Des fois, ils vont mélanger un petit peu de compost. Il y a aussi de la chaux là-dedans. Ça, c'est parce que la mousse de tourbe est un petit peu du côté acide. Donc, on met de la chaux pour balancer ça, donc pour que ce soit un produit qui est adapté à nos plantes. Et puis, c'est ça, donc c'est un produit qui est très drainant, qui va laisser circuler l'eau. C'est aussi un produit, la mousse de tourbe là, va garder aussi l'humidité. Puis un autre des avantages, c'est que vu que c'est très, très léger, les racines des plantes, surtout des petits semis, là, vont bien se propager. Le sol d'un jardin est plein d'organismes, de vers, de bactéries, de mycorhizes, de toutes sortes de petits insectes, de micro-organismes. Ces organismes-là vont structurer le sol avec leurs mouvements, avec leur déjection et tout ça. Ils vont donner une certaine structure du sol. Quand on a des contenants en pot, comme ici, on n'a pas la même vie microbienne qu'on a dans un jardin. Donc, tous ces organismes-là ne sont pas là pour structurer le sol. Donc, on a besoin d'un sol qui est très léger.
Donc, on ne peut pas prendre la terre de jardin pour aller la mettre dans nos contenants. Elle va être trop lourde, elle va perdre sa structure et puis les plantes vont avoir de la misère à pousser dedans. Je pense qu'à part le terreau, un des facteurs les plus importants dans la réussite d'un potager là, en contenant en pot, ça va être la grandeur des pots. Je trouve que souvent, là, on y va avec des pots trop petits. Donc, ça va nous obliger à arroser plus souvent parce qu'il y a moins de terre. Donc, moins de terre égale moins d'eau dans la terre. Moins de place pour les racines. Moins de place pour les nutriments et tout ça. Donc, si vous avez un doute sur la grandeur du pot à utiliser, prenez tout le temps quelque chose de plus gros. Donc ici, j'ai quelques exemples. Ça, c'est le plus petit que je vais utiliser. C'est environ 2 gallons, donc 7-8 litres. Ça, c'est vraiment le plus petit. Je vais l'utiliser peut-être pour des radis ou des fines herbes, des petites choses. Ensuite, là, il y a le 5 gallons ici. Donc, on peut... donc, 5 gallons, là, c'est à peu près presque 20 litres. Donc, un peu comme les chaudières là, de 5 gallons qu'on voit. Donc, ça, là, ça va être pour, disons, certains types de fleurs, peut-être des poivrons, des fines herbes plus grandes, peut-être. Mais la majorité de mes légumes vont être dans un pot de 10 gallons. Donc, ça, c'est à peu près 40 litres. Donc, ça, là, c'est le plus grand pot que j'ai là, sur mon terrain, sur ma terrasse. Je vais l'utiliser surtout pour mes tomates. Mais je pourrais, disons, mettre des plus petites plantes, mais en mettre plus. Mais ça, c'est vraiment ma taille préférée là, pour les contenants. Le 10 gallons, ça, c'est à peu près 40 litres. Donc, c'est ce que j'utilise pour mes tomates. D'ailleurs, c'est vraiment, pour les tomates, là, c'est vraiment le minimum. On pourrait y aller là, quasiment au double pour les tomates si vous avez de la place. Dépendamment du type de contenant que vous utilisez. Si vous avez des bacs en bois, vous pouvez y aller plus grand. Donc, mais moi, vraiment, là, c'est mon format préféré. C'est les 10 gallons, 40 litres environ. Avec les températures qui commencent à augmenter, il faut qu'on commence à penser à sortir nos semis à l'extérieur. Donc, toutes les semis qu'on a partis à l'intérieur, ça va bientôt être le temps de les sortir et de les planter à l'extérieur. Mais il y a une étape cruciale qu'on doit faire avant de planter nos semis en terre ou en pot. L'acclimatation. C'est quoi l'acclimatation? Eh bien, c'est simplement d'habituer nos plantes à des conditions extérieures. On va aller voir ça ensemble. Donc, avant de planter nos semis en pleine terre ou en pot à l'extérieur, on doit les habituer aux conditions à l'extérieur. On appelle ça l'acclimatation. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Les plantes qu'on a fait pousser à l'intérieur ne sont pas habituées aux conditions qu'on retrouve à l'extérieur. Par exemple, les rayons UV, les fluorescents, les lumières d'ailes produisent pas de rayons UV, du moins pas autant que le soleil. Et puis, si on a placé nos plantes sur le bord d'une fenêtre, eh bien, ils n'auront pas, la fenêtre va avoir filtré une partie des rayons UV. Ils ne sont pas habitués à ça. Si on les met directement au soleil, ils risquent de brûler. Autre facteur à prendre en considération, c'est le vent. Le vent, peut-être que vous avez utilisé un ventilateur à l'intérieur pour simuler le vent, mais ce n'est pas du tout comme le vent à l'extérieur. Donc, on apporte nos semis à l'extérieur, on les met à un endroit qui est un peu à l'abri du vent pour les habituer pendant une certaine période. Un autre facteur qu'il faut penser, c'est la pluie. Donc, en cas de pluie assez forte, il faudrait peut-être penser à amener nos semis à l'intérieur. Mais la chose la plus importante qu'il faut prendre en considération quand on est en train d'acclimater
nos semis, c'est les variations de température. Donc, à l'intérieur, on a peut-être gardé nos semis à une température entre quoi? 18 et 20 quelques degrés. À l'extérieur, ça va varier énormément. Donc, même au printemps, on pourrait avoir des températures qui dépassent les 25 degrés. Et puis, il y a encore des risques de gel. Donc, on veut habituer nos plantes à ces températures-là, mais en les gardant dans leur peau, on peut toujours les ramener à l'intérieur pour les protéger, que ce soit du soleil, que ce soit du vent, d'une grosse pluie abondante qui pourrait les endommager, mais aussi des risques de gel, mais pas juste de gel. Il faut penser que les semis ne sont pas habitués à des températures, disons, en bas de 15 degrés Celsius. Donc, quand il fait en dessous de 15 degrés Celsius, ça peut être mieux de les rentrer à l'intérieur, surtout la nuit. Donc, ce que je vais faire, c'est que mes plateaux de semis ici avec moi, je vais commencer par les placer à l'ombre. Ombre totale pendant 2 à 3 jours pour les habituer un petit peu. Ensuite, pendant un autre 2 à 3 jours, je vais les mettre à la mi-ombre. Donc, je vais leur donner quelques heures de soleil du matin, c'est préférable. Soleil du matin ou soleil du soir. Soleil du midi est assez intense. C'est pas la meilleure idée. Donc, on leur donne un petit peu de soleil du matin, idéalement, pendant 2 à 3 jours. Ensuite, on peut vraiment les mettre au soleil pendant un autre 2 à 3 jours. Donc, le processus entier devrait durer entre 7 à 10 jours, même jusqu'à 2 semaines. Par contre, il faut penser que si on a dû rentrer nos semis pendant plusieurs jours à la fois parce qu'il faisait trop froid ou venteux ou quoi que ce soit, il faut recommencer le processus au début. Une fois que nos semis sont acclimatés, ça va être le temps de les transplanter dans notre jardin, dans nos contenants, peu importe le type de jardin, de potager que vous avez. Le moment quand on va planter nos semis, transplanter nos semis à l'extérieur est basé sur la température extérieure. Je dirais qu'il y a 3 niveaux de transplantation. Premièrement, quand il fait autour de 7 degrés minimum la nuit, de façon constante. Donc, vous regardez la météo, dans les 14 prochains jours, il fait tout le temps 7 degrés Celsius. Donc, il y a certains trucs qu'on va pouvoir transplanter. Disons, oignons, poireaux. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, ça va être quand il fait 12 degrés minimum constamment, incluant la nuit. Là. Donc, il ne faut pas que les températures descendent en dessous de 12 degrés Celsius la nuit. Bon, ça, c'est la majorité des légumes. Donc, si on ne veut pas se casser la tête, on attend qu'il fasse 12 degrés tout le temps. Ça, souvent, là, dans la région, dans le sud de la province, ça va être à la fin du mois de mai. Plus au centre, région de Québec, ça va être zone 4. Ça va être début juin, mi-juin, 10 juin dans ce coin-là. Puis plus au nord, là on est mi à fin juin avant qu'on puisse transplanter à l'extérieur. Pour les légumes qui aiment vraiment beaucoup la chaleur, attendez qu'il fasse 15 à 18 degrés Celsius de façon constante pour les 2 prochaines semaines avant de les transplanter. Là, je parle des concombres, des piments, poivrons, tout ce qui est melon, courge, courgette, toutes ces choses-là. Ils aiment beaucoup la chaleur. Donc, vous pouvez attendre un petit peu plus longtemps. En même temps, si vous le faites en même temps que vos tomates, disons, là, c'est pas la fin du monde, mais ça va peut-être ralentir leur croissance un petit peu. La transplantation d'un semis, là, c'est quand même assez simple. Donc, je vais aller faire un trou à peu près des dimensions de mon semis, du pot et tout ça.
Ensuite, je prends le semis et puis je vais aller mettre mes doigts là, autour de la tige. Je vais renverser. Puis habituellement, là, si on tape un petit peu, qu'on écrase un petit peu, le pot va s'enlever presque tout seul. Donc, c'est quand même assez facile. Si on voit là qu'il y a beaucoup de racines autour, ça commence à tourner. Donc, on peut défaire la motte un petit peu là. Les semis sont quand même assez résistants. Donc, on va aller mettre ça. Je vais l'enterrer jusqu'au cotylédon. Cotylédon, là, c'est les deux premières feuilles qui ont sorti là, du semis. Donc, on ne veut pas trop l'enterrer parce que ça risque là, de tuer la plante. Dans le cas de la majorité des légumes et des fruits. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, on va aller rajouter quelques centimètres de compost autour. On va aller mélanger ça comme ça. Personnellement, j'aime beaucoup mettre du paillis, donc une matière organique, comme du bois raméal ou des feuilles déchiquetées qu'on a gardées de l'automne précédent. On va aller mettre ça autour, comme ça. Donc, quelques centimètres. Ça va aider à garder l'humidité. Ça va protéger les racines et le sol des variations de température, en partie parce que le soleil ne pourra pas aller frapper directement le sol, surtout avant que les feuilles grandissent. L'autre avantage, c'est que ça va aider à prévenir les mauvaises herbes. Donc, les semences de mauvaises herbes ne pourront pas se déposer directement sur le sol. Ils vont tomber sur le paillis. Ou s'ils sont en dessous du paillis, ils n'auront peut-être pas le soleil qu'ils ont besoin pour germer, pour sortir du sol. Le seul désavantage du paillis, c'est que ça peut ralentir le réchauffement de la terre au printemps. Donc, vous allez peut-être retarder la transplantation ou l'ensemencement un petit peu. Mais je trouve que les avantages du paillis dépassent largement le seul inconvénient. J'aimerais parler un petit peu de la tomate. Je ne vais pas les planter aujourd'hui, c'est encore un peu frais pour ça. Mais contrairement aux autres légumes, je vais l'enterrer plus profondément. Je ne vais pas le planter au niveau des cotylédons. Je vais aller, disons, quelques centimètres en dessous de la première branche. Je pourrais même, si mon plant était vraiment grand, là, je pourrais enlever les branches du bas. Et puis, je pourrais le mettre vraiment profondément dans le sol. Il va faire des nouvelles racines sur sa tige. Je fais ça dans le cas des tomates. Je ne fais pas ça dans le cas des autres légumes, seulement pour les tomates. Autre chose à noter, si vous avez planté des légumes dans des pots de tourbe, par exemple des concombres, courges, melons, courgettes, tous ce genre de légumes-là, si vous l'avez fait dans des pots de tourbe, vous n'êtes pas obligé de les enlever, d'enlever le pot, là, comme on fait avec les pots de plastique. Surtout dans le cas de ces légumes-là, ils ont les racines très fragiles, ils n'aiment pas être transplantés. C'est pour ça qu'on les met dans des pots de tourbe. Comme ça, on peut mettre le pot directement dans la terre. Et puis les racines là, vont percer le pot de tourbe et puis ils vont se propager. Donc ça va protéger les plantes qui ont les racines plus fragiles. À peu près au même moment là, qu'on va transplanter nos semis intérieurs à l'extérieur, c'est un bon moment de faire nos semis directement au jardin. Donc, il y a certains légumes qu'on va planter directement dans la terre, disons les carottes, les haricots, radis, les légumes racines, beaucoup. Donc, on va les planter directement à l'extérieur. Souvent, ça va être écrit sur l'enveloppe de semis si on devrait le faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, j'ai planté mes haricots. Donc, comment est-ce qu'on procède? On regarde sur l'emballage ou on regarde sur Internet, sur un site web spécialisé, et puis on trouve
la profondeur à laquelle on doit placer nos semis. Et puis, on essaie de trouver aussi la distance entre les semis. Dans le cas de mes haricots, ça me dit qu'on doit les planter à 2 à 3 cm de profondeur. Et puis, entre 10 et 15 cm de distance. Donc, c'est ça que j'ai fait dans mon contenant ici. J'ai aussi rajouté un peu d'engrais biologique, bien sûr. Pourquoi est-ce que je rajoute de l'engrais? J'ai déjà mis du compost dans mon terreau à l'avance. Eh bien, dans les contenants, dans les pots et les jardinières, on n'a pas la même vie microbienne que dans le sol. Donc, cette vie-là microbienne, elle va aller jouer plusieurs rôles, dont décomposer la matière organique, comme le compost, pour la transformer en des formes qui sont assimilables par les plantes, dont les légumes. Donc, puisque ça ne se passe pas ou ça se passe moins, il y a moins de nutriments disponibles pour nos légumes. Donc, je dois rajouter de l'engrais quand je fais pousser mes légumes en contenant. Personnellement, j'utilise un engrais à dissolution lente. Donc, il va se dissoudre tranquillement et relâcher les nutriments pour les rendre disponibles aux plantes tranquillement. Je le fais à peu près une fois par mois et puis j'arrête à la fin de l'été, disons au mois d'août, parce que les plantes ont eu en masse assez d'engrais pendant le début de l'été, puis ils ont, à la majorité du temps, fini de produire ou on est sur la fin de leur production de fruits. Donc, ils n'ont plus besoin d'engrais, puis on veut éviter d'en mettre trop. Donc, on suit les instructions sur l'emballage, et puis c'est tout. On va aller placer ça à la surface du sol, on va le mélanger un petit peu dans le sol ou pas, c'est pas si grave que ça. Et puis, avec, ça va se décomposer tranquillement. La pluie aussi va aider à dissoudre ça tranquillement, et puis ça va devenir disponible pour les plantes. Donc, on a transplanté nos semis à l'extérieur, on a planté nos semences dans nos contenants, on a engraissé. Il faudrait peut-être juste rajouter un petit peu d'eau. Et puis, c'est tout. On attend. On continue, bien sûr, d'entretenir, d'enlever les mauvaises herbes, d'arroser quand le sol devient sec au toucher. On met notre doigt dans le sol, c'est sec, on arrose, sinon on n'arrose pas. Et puis, on attend que tout ça pousse. J'ai comme l'impression que je vais attendre longtemps. Je suis impressionné. Merci Mathieu pour ces conseils très utiles. J'en profiterai moi-même car je cultive aussi sur mes terrasses. N'oubliez pas, cet été, vous pouvez visiter des beaux jardins du Québec. Nous avons, à la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec, fait une brochure à ce sujet. Demandez-la, il va faire plaisir de vous l'envoyer. Je termine en vous rappelant que vous pouvez devenir membre d'une société d'horticulture, d'un comité d'embellissement ou d'un jardin communautaire. Vous trouverez tous leurs coordonnées sur notre site Internet à www.fsheq.com. Bon jardinage, bon été. Vous savez, l'horticulture est un partage. Donc, partagez avec votre famille, partagez avec vos amis, mais aussi partagez dans certains cas avec des personnes plus démunies. Bon été.